Comment entreprendre avec une telle conjoncture? Vous vous êtes peut-être posé la question. On vous la pose peut-être dans votre entourage. Il va nous aider à y répondre. Je vous demande sur ce plateau d'applaudir chaleureusement Philippe Bloch qui nous rejoint. Auteur, chroniqueur, animateur, fondateur de Columbus Café. Merci d'être avec nous, Philippe Bloch. Bonheur, merci à tous les deux de m'accueillir. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes depuis plus de 30 ans observateur, entrepreneur vous-même. Vous avez aujourd'hui plus de 300 points de vente avec Columbus Café. On pourra sans doute en reparler. Vous êtes aussi un auteur de best-sellers et ça ne date pas d'hier, parce que dès les années 80, vous avez commencé à produire des ouvrages qui se sont très bien vendus, comme par exemple Service compris, 500 000 exemplaires quand même à l'époque. Ne me dites plus jamais bon courage. Moi, j'aime beaucoup ce titre. Et puis, autre titre un peu transgressif, tout va mal, moi je vais bien. Alors vous avez compris que sur ce plateau, tout le monde va bien. Philippe Parguet va un peu atypique très bien en ce moment, mais ça fait plaisir. Voilà. Et puis, juste après le premier confinement, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Ce sera mieux après, sauf si on est trop con ». Donc vous allez nous dire si on a été trop con, finalement, depuis cette période sanitaire dont on est en train de sortir. Vous avez raison, c'est un vrai sujet. Je n'ai pas la réponse à cette question sur le sauf. Et elle est sûrement pas monochrome, la réponse, en plus. Non, c'est pas possible. En 2020, dans un canard, vous disiez qu'effectivement, on repartait sur un système qui était pas tout à fait le même, mais finalement, on a l'impression de revenir un peu comme avant. En fait, qu'est-ce qui nous est arrivé? Parce qu'en fait, vous avez rappelé le Service compris 86. En fait, j'écris des bouquins quand je suis énervé, et je suis souvent énervé, ou inquiet. Et là, ce n'était pas que j'étais inquiet, c'est que, rappelez-vous, le 17 mars 2020, il nous tombe un truc sur la tête, nous tous. Macron nous rend japonais, enfin un truc de fou quand même. Il nous dit tu restes chez toi, on reste chez nous. Enfin, c'est juste qu'on a eu très peur, c'est pas qu'on était disciplinés. Eh bien j'ai fait comme vous, je me suis assis sur mon canapé, j'ai regardé Netflix, je me dis combien de temps ça va durer. Et puis je me suis dit mais plein de choses me sont passées dans la tête. Je me suis arrêté, ce qui m'était jamais arrivé depuis que je travaille. J'ai vu qu'il y avait des sangliers sur la croisette, j'ai vu qu'il se passait des trucs de fou. Et puis, effectivement, j'ai commencé à réfléchir à l'ensemble de ce qu'allait être l'impact, les impacts fantastiques, finalement, de réinvention, de métamorphose, en fait, sur le monde. Alors, c'est vrai que j'ai écrit un bouquin, je l'ai appelé « Ce sera mieux après ». Alors, j'aurais pu appeler « Ce sera pire après », ça aurait sûrement très bien marché. Vous savez que les Français adorent les mauvaises nouvelles, parce que ça les rassure sur leur propre sort. Notre légendaire pessimisme. Mais oui, c'est vrai. Et effectivement, il y a un sondage africain, il y a une phrase, un dicton africain que j'adore, qui dit que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. En France, on adore voir des arbres tomber, rarement les forêts qui poussent, les forêts d'entrepreneurs qui poussent. Effectivement, j'ai dit, sauf si on est trop con, parce que c'était pas gagné quand même, que dès qu'on allait reprendre une première gorgée de bière sur les plages en juillet 2020, on allait oublier tout ce qui nous était passé dans la tête d'envie de réinvention, de refabriquer un monde nouveau sur des bases nouvelles. Parce qu'au fond, c'est ça qui s'est passé. Oui. Alors, vous nous avez mis en appétit et on poursuit la discussion longuement. Mais on va d'abord écouter une chronique qui va vous intéresser. D'ailleurs, quels sont les placements de demain par Zamila Afonso. Avant, juste une petite page de publicité, bien sûr. Alors je sais tout d'abord qu'il y a un sujet sur lequel vous nous attendez tous et c'est totalement légitime. Nous aussi, on a envie de tourner cette page et je peux vous assurer que nous déployons de nombreux moyens humains et financiers pour trouver une solution. Alors au-delà de cela, vous connaissez notre philosophie de gestion qui s'appuie sur un processus d'investissement qui existe depuis plus de 30 ans. Gestion d'arbitrage qui vise à décortiquer les grandes tendances macroéconomiques. Notre objectif, c'est offrir et permettre à nos clients, en fonction de leur profil de risque et leur horizon d'investissement, de trouver chez nous de véritables sources de performances diversifiées. Alors bien entendu, dans notre écosystème, on essaye systématiquement de trouver la martingale. Il n'y en a pas. Un processus de gestion peut avoir des failles sur une année. Il est clé de pouvoir le juger sur plusieurs années. Dans ce cadre-là, nous n'avons pas de réelle métamorphose à proposer. Nous devons juste nous améliorer, c'est ce que nous avons fait d'ailleurs après la crise du Covid. Notre ambition reste la même, c'est accompagner nos clients dans la recherche de performance et leur apporter une véritable source de diversification au sein de leurs allocations. Rendez-vous donc aux universités pour parler de tout cela. Merci. Vous n'êtes pas sans savoir que les incertitudes géopolitiques et économiques, la hausse des taux, peuvent être source d'inquiétude pour les clients. Mais cela peut aussi créer de nouvelles opportunités d'investissement.
En tant que marketplace de solutions financières en architecture ouverte, Norcia est votre partenaire de référence pour sélectionner les produits adaptés à toutes les conjonctures et aux besoins des clients. Avec la forte volatilité des marchés, pour les clients qui ont une aversion au risque ou qui sont très prudents, les fonds en euros peuvent être une première solution. Au niveau des rendements, bonne nouvelle, après plusieurs années de baisse, nous commençons à recevoir les premières performances 2022 et la tendance est à la hausse. En termes d'accès, certains de nos assureurs ont désormais rouvert la possibilité d'investir 100% sur les contrats. Et n'oubliez pas que les offres de bonus sont toujours d'actualité et peuvent offrir jusqu'à 200% sur la participation aux bénéfices. Deuxième solution, dans une logique de diversification et afin d'apporter un peu plus de performance, l'immobilier est toujours une classe d'actifs appréciée, même si traditionnellement utilisée en tant que valeur refuge. La sélectivité est le maître mot. L'immobilier n'échappe pas à la règle. D'après les derniers papiers publiés sur le sujet, il semblerait que la logistique et la santé sont les typologies les plus résilientes en plus d'être performantes. Pourquoi ne pas les intégrer dans un contrat d'assurance vie avec les SCI ou au nominatif à travers des SCPI? Alors, en quoi l'inflation et la hausse des taux peuvent être des opportunités d'investissement? Les comptes à terme sont souvent une possibilité. Comme vous le savez, les rendements moyens ont fortement augmenté ces derniers mois. Ils sont disponibles d'ores et déjà à travers des FAS, dans les contrats luxembourgeois, ou bien directement. Et là, Norcia pourra vous orienter auprès de banques partenaires. Il y a aussi les rendements obligataires. Vous pourrez opter soit pour la gestion collective à travers des fonds datés, mais pas que, ou soit l'investissement direct sur des valeurs. Et là, nous avons des assureurs qui permettent, à travers des contrats d'assurance vie, d'y accéder. Et puis n'oublions pas la forte volatilité et la hausse des taux. Quelle belle combinaison pour les produits structurés et en particulier à capital protégé. Maintenant, pour ceux qui pensent qu'il est urgent de ne rien faire, c'est le moment de s'occuper de la protection patrimoniale de votre client. Est-ce que tous vos clients chefs d'entreprise sont équipés d'une assurance homme clé? Est-ce que tous les associés ont contracté des croisés associés? Et enfin, pour les personnes physiques, avez-vous assuré la sérénité de tous vos clients et de leur famille en cas de décès ou d'invalidité? Cette période est un moment idéal pour refaire ou faire le bilan de prévoyance patrimoniale de vos clients. Vous l'avez compris, cette période est donc riche d'opportunités. Encore faut-il avoir cette souplesse, cette agilité pour être acteur et réactif. Qui de mieux qu'un conseiller en gestion de patrimoine avec son approche globale, sa proximité, son expertise, pourra répondre aux besoins de leurs clients. Toute première chronique de Zamila, qui se débrouille Tout très à bien. fait, c'est sa première chronique et elle appréhendait un peu quand même. Elle appréhendait un petit peu. Elle est arrivée chez nous il n'y a pas longtemps. Et ben voilà, ça fait du bien aussi de voir des nouveaux visages. On revient sur cette période Covid. Qu'est-ce qui a changé à vos yeux? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Non, tout a changé. Tout a changé. Dans mon bouquin, je cite un philosophe qui dit que ce n'était pas une crise, c'est une catastrophe au sens grec du terme, où le mot stréphos veut dire tourner. On tournait le dos au monde d'avant. Je crois que c'est le vrai... Enfin, le 17 mars 2020, pour moi en tout cas en France, c'est le vrai début du XXIe siècle. C'est-à-dire que cette crise sanitaire, pour moi, elle a révélé la formidable puissance transformatrice de toutes les tendances qui étaient déjà à l'œuvre à l'époque. Au premier rang desquelles, vous l'avez déjà évoqué beaucoup, et c'est une des priorités aussi de Norcia, la digitalisation de notre société. C'est-à-dire que ce qui était avant simplement une façon plus simple de prendre un billet de train est devenu nos vies. C'est-à-dire si aujourd'hui vous partez de ce lieu TF1 sans votre téléphone, vous devenez hystérique. Vous ne pouvez pas vivre sans ça. Et aujourd'hui, ça a même un nom, non? C'est, je crois, la nomophobie. Oui, quand on ne peut plus se passer de notre téléphone portable. Je pense que j'en suis atteint, pour être tout à fait sincère. Nous tous, je crois. Oui. Mais cette formidable transformation digitale qui aujourd'hui modifie nos vies personnelles et professionnelles de manière accélérée est phénoménale. À côté de ça, il y a de la data. Et c'est intéressant parce que de plus en plus de vos métiers vont être basés sur de la data, sur des algorithmes, etc. Mais ce que la crise a révélé, on en parlait en coulisses tout à l'heure. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle l'année dernière d'ailleurs. Bien sûr, mais on a tous vécu des visios sur Teams, machin, mais on n'était plus crevés le soir que lorsqu'on passait notre vie à voyager dans la vraie vie parce qu'on n'était pas alimenté par les autres. Et ce que j'ai découvert pendant cette période Covid... Ouais, et puis il n'y avait pas de période de pause aussi où quelque non, part et puis pas alimenté par l'humanité des gens. C'est-à-dire que quand on est tout seul face à un écran, on est fatigué. Et il se trouve que les soft skills, l'enthousiasme, la curiosité, la passion, la bienveillance, l'empathie sont en train de monter en puissance de manière incroyable à mesure que... Parce qu'il y a eu un manque.
Oui, parce que la tech devient une commodité. Donc, quelque part, ça modifie un peu les équilibres. Il y a évidemment le réchauffement climatique et la transition écologique qui a été accéléré non seulement parce qu'il a fait très chaud cet été, mais parce que maintenant, ça touche toutes les générations. C'est-à-dire que ce n'est plus uniquement un truc de millennials et de Greta Thunberg. L'ensemble du monde est inquiet et évidemment va valoriser dans vos métiers les investissements responsables et vont beaucoup les modifier. Il y a évidemment cette fameuse quête de sens dont tout le monde parle, ce fameux quiet quitting. Je suis là, mais je ne suis pas là. C'est-à-dire qu'en fait, tu m'apportes plus que j'étais venu chercher dans ma vie professionnelle. Alors, je sais qu'on a beaucoup d'indépendants qui nous écoutent aujourd'hui, mais on a aussi beaucoup d'indépendants qui ont quitté ce monde parce que tout d'un coup, ce monde d'avant ne leur correspondait plus. Et puis, c'est passé un truc formidable. Moi qui suis passionné par les clients, c'est que les salariés sont devenus des clients. Aujourd'hui, dis-moi, je veux que tu me fasses le job qui me va bien. Je veux bosser uniquement 3 jours par semaine. Avec Surtout la jeune génération, effectivement. Oui, mais pas que, aujourd'hui. Oui, Tout le monde, regardez l'ensemble de tous ceux qui sont en train de réinventer leur vie, de se poser des questions d'investissement immobilier, de vendre éventuellement ici pour acheter ailleurs. Ça, la quête de sens, c'est un truc qui va nous accompagner très longtemps. Il y a évidemment une forme de défiance qui s'est installée pendant cette période envers un peu tous les acteurs institutionnels, les politiques, bien sûr, les journalistes, pardonnez-moi, les banques, un peu moins, parce que les banques nous ont accompagnés. Étonnamment, les banques ont retrouvé une forme de crédibilité auprès des Français, auprès de cette période. Il y a aussi peut-être une moindre appétence à prendre des risques. Dans un pays où j'aime bien rappeler qu'en anglais, prendre un risque s'appelait take a chance, on dit take a chance, et ce n'est pas exactement la même mentalité. Donc, quelque part, l'attitude de risque est un petit peu différente. Et il y a aussi, fondamentalement, parce que moi, mon truc, c'est l'expérience client, elle a complètement changé pendant cette période Covid. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je parle d'expérience client, quand j'ai lancé Service Compris, on parlait de qualité de service à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on prend en compte l'intégralité de tout ce qui nous traverse l'esprit quand on est client de quelque chose ou de quelqu'un. C'est quand j'ai écrit le premier bouquin, c'était 86, c'est le Moyen-Âge absolu. Jean-Louis Savant-Chabert, qui était mon patron à l'époque à l'Expansion, m'a dit « Trouvez un sous-titre et un proverbe chinois en introduction ». Alors, le sous-titre, c'était « Les clients heureux font les entreprises gagnantes ». Hyper efficace. Sauf que c'est plus tout démodé, c'est tout à fait démodé. Si je devais écrire ça aujourd'hui, je dirais « Les clients enthousiastes font les entreprises pérennes ». Ça n'a rien à voir. Enthousiaste, c'est je suis tellement enthousiaste de mon CGP que ça va devenir mon CGP préféré. Il est tellement meilleur que les autres, je ne peux pas l'abandonner. Et puis, je parlais des soft skills. 86, le proverbe chinois, c'était « l'homme qui ne sourit pas ne doit pas ouvrir boutique ». Extrêmement chinois, extrêmement efficace. J'y crois beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité d'humanité qu'on peut mettre dans une relation aujourd'hui fait une vraie différence. Mais quelque part, vous savez, quand j'ai écrit mon premier bouquin, toujours le même, première personne qui m'a appelé, c'était l'homme qui incarnait en France la qualité de service plus que tout autre, c'était Bernard Darty. Je me dis « Mais pourquoi vous m'avez invité? Vous êtes mon héros ». Il me dit « Mais non, venez parler à mes équipes du service ». Je me dis « Monsieur, je ne peux pas faire ça. C'est vous qui faites ça beaucoup mieux que moi. » Il dit « Non, ne croyez pas ça. Peut-être qu'on le fait bien. » Mais il y a eu cette phrase qui m'a toujours marqué comme entrepreneur. Il m'a dit « Vous savez, le succès est une invitation à s'endormir. » J'étais à l'Expansion. Comme éditeur du magazine, c'était mon seul job de salarié de ma vie professionnelle. Leader de la presse économique française de 1967 à 2017. Il a disparu. Parce qu'il n'a pas su réinventer, notamment à partir des formats numériques, qui sont aujourd'hui une exigence, en fait, en matière de presse. Et quelque part, je pense que le client, il a terriblement changé. Puisque dans cette période, on a vécu avec de nouveaux acteurs. En gros, Amazon a remplacé les magasins, Teams a remplacé les réunions, Amazon a remplacé, enfin plutôt Prime et Netflix ont remplacé les cinémas. Et en fait, ils ont établi de nouveaux standards. Et aujourd'hui, effectivement, on ne compare plus un acteur à un autre, on compare la plus belle de toutes les expériences. Et ça devient extrêmement difficile. Il nous arrive des trucs pour les comparer qui sont terrifiants. Pendant le Covid, juste après le Covid, je vous donne juste un exemple pour vous montrer combien les marques qui ne sauront pas mettre le client au cœur du système vont avoir du mal. J'achète un écran plat. J'ai un écran, ils sont tous plats. J'ai un vieux con de dire un écran plat, ils sont tous plats. Ils peuvent être incurvés quand même, mais bon. Oui, un peu incurvés, Ouais, non. Mais plat. Je le connecte sur mon PC. L'écran était vert. Et un copain me dit, tu dois avoir pris la mauvaise prise, il faut acheter une prise HDMI DVI. C'est possible, va chez à la FNAC, ça coûte pas cher. C'est parti, justement. Je vais à la FNAC des Ternes à Paris, vous la connaissez peut-être, on descend l'escalier. 3 gars qui papotent en bas, je dis, salut les gars, vous avez des prises HDMI DVI? Ils me disent, on n'en sait rien, les voir au fond, il y en a peut-être culture FNAC. Il n'y avait rien, je repasse devant eux, je leur dis merci, ils me disent de rien, je dis effectivement de rien, et ils m'envoient chez Darty, c'est nos nouveaux cousins. Alors, allez chez Darty, donc il y a 2-3 copains à eux qui étaient en bas aussi. Il n'y avait toujours rien. Je rentre à mon bureau à 15h, je commande sur Amazon une prise HDMI DVI à 5,49 €, abonnement Prime, qui est livrée à 18h. Là-dessus, vous avez un vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, les nouveaux standards en fait, de tous les métiers, ce sont ceux des meilleurs de tous les secteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'expérience client, elle a beaucoup été modifiée dans la mesure où aujourd'hui, on ne compare plus un fournisseur à un autre qui fait le même métier, mais au meilleur de tous ses fournisseurs.
Et toute la concurrence, c'est toute occasion de dépenser son argent, quelque part. Ça modifie terriblement, en fait, nos attentes envers nos fournisseurs, quels qu'ils soient. Et quel que soit son métier, on a une obligation absolue d'omnicanalité, de réactivité, de capacité de proposer des solutions et non pas de prendre des commandes. C'est-à-dire que la proactivité me semble être un des enjeux majeurs aujourd'hui de n'importe quelle activité, parce que la loyauté a fait place au zapping et que ça devient extrêmement difficile. En tout cas, sur ce sujet, l'expérience client a été profondément modifiée, réinventée par cette expérience du Covid. Et cette perte de loyauté au profit du zapping, est-ce que ça s'applique aussi, je pense, à notre métamorphose sociétale, au fait qu'il soit de plus en plus difficile de recruter, il soit de plus en plus difficile de fidéliser ses clients? Ou est-ce qu'il est plus difficile d'entreprendre avec ses vraies convictions, quelque part? Il n'y a plus de fil, il n'y a plus de téléphone filaire, il n'y a plus de fil à rien, en fait. Je crois que le concept de fidélité à l'entreprise, à pas grand-chose, n'existe plus, en fait. Donc ça veut dire que c'est une vraie chance, parce que vous savez, il y a deux façons, on en parlera tout à l'heure, mais je pense que vous connaissez tous dans vos métiers de la finance le terme de VUCA, volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Volatilité, c'est tout l'objet de votre journée. La volatilité des taux, des matières premières, de l'énergie, du gaz, etc. OK. Incertitude, jamais dans notre histoire, toute génération confondue, on a vécu autant d'incertitudes en même temps. Incapacité à faire des projets. Aujourd'hui, mener un projet, je vais être un peu d'actualité, mener un projet de quelque nature que ce soit qui inclut un déplacement dans les 3 semaines qui viennent, c'est risqué en France. Avec les grèves probables de la SNCF, de l'avion, des Le 19 janvier, c'est déjà J'étais en 95 en scooter à passer 3 heures dans Paris pour faire 1 kilomètre. On peut le revivre. L'incertitude est totale. C'est vrai que 95, mais après on peut parler des retraites, parce qu'effectivement c'est le sujet d'aujourd'hui. Enfin, 95, on s'en souvient, c'était une mobilisation incroyable justement sur le sujet des retraites, avec comment il s'appelle Alain Juppé. Alain Juppé, merci. Bien sûr. Avec Alain Juppé, où il y avait des millions de personnes qui sont descendues dans les rues. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a cette capacité à mobiliser justement, puisqu'on est dans ce zapping, ou de se dire, c'est pas grave, on passe à autre chose après, ou... Est-ce qu'il y a une vraie conviction à cet immobilisme aujourd'hui? Je revoyais ce matin les chiffres dans les Échos sur l'ensemble des chiffres qui partent de 62 ans à quasiment 68 ans sur l'Europe. Donc un pays qui n'est pas capable de comprendre qu'on a gagné 2 décennies d'espérance de vie en un siècle, et qu'on est ceux qui bossent le moins longtemps, alors qu'on est de moins en moins à cotiser, c'est qu'un pays qui est capable de tout, y compris de nous refaire un novembre 95. Et l'âge À mon légal... avis, malheureusement. Ouais, mais on est en France. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui le français change, ou est-ce qu'il change pas dans ces conditions-là? Il change sur beaucoup de choses. Il change sur la relation à l'entrepreneuriat, sur il a plus du tout de haine de l'entrepreneur. Au contraire, il est parfaitement réhabilité. Quand on j'étais étudiant, 90% des gens voulaient rentrer être fonctionnaires en sortant de leurs études. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Il y a 1 200 000 créations d'entreprises cette année, qui ne sont pas que des chauffeurs Deliveroo et Uber. Non, la France change. Sur ce sujet-là, j'avoue que je ne comprends pas. Il y a un blocage qui est sans doute probablement lié à une capacité à expliquer, mais je pense que là-dessus, il y a un vrai risque, oui. Continuez à voter, pardon, j'interromps le débat 3 secondes sur ce sondage que je trouve particulièrement intéressant. Et vous, êtes-vous prêt à vous réinventer? Évidemment, Philippe Bloch appelle à une forme de réinvention permanente. Ce que je trouve intéressant, ce ne sont peut-être pas, avec tout le respect que je leur dois, les 90% qui ont répondu spontanément oui jusqu'à maintenant, mais il y a 10% de personnes qui se disent non, dans le fond, pourquoi me réinventerais-je? Ce qui est peut-être une façon de dire tout va bien comme je suis aujourd'hui. Ce qui m'amène à autre chose. Nous, on continue à mettre une cravate, quoi. Exact. Et on s'est continue pas à mettre réinventé. l'an prochain, on la bazarde. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut qu'on se réinvente. J'ai failli la mettre. On est d'une certaine façon. Non, pour le coup, qu'est-ce qui ne change pas? C'est intéressant. Votre constat. Non, mais tout change. Moi, avant le Covid, je disais aucune entreprise ne peut décemment affirmer qu'elle fera le même métier dans 5 ans, de la même façon, dans le même environnement concurrentiel, avec les mêmes technologies, face aux mêmes clients et face aux mêmes concurrents. Je pense qu'on peut réduire à 2 ans ce qu'a fait le Covid. C'est une accélération de la réinvention qui est absolument phénoménale. Et moi, je me suis demandé pourquoi Kodak, qui avait inventé le premier appareil photo numérique, n'a pas inventé Instagram. Je me suis demandé pourquoi mon père nous offrait l'encyclopédie universaliste. Vous l'aviez peut-être dans vos maisons aussi. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait Wikipédia? Je faisais du jogging quand j'étais jeune et sportif dans les années 80 avec un Walkman Sony jaune waterproof. Vous le connaissez peut-être. Oh, bien sûr. On l'a tous eu. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas inventé l'iPod? Peut-être que tout le monde ne s'appelle pas Steve Jobs. C'est intéressant. J'ai voulu le garder avec moi ce portable aujourd'hui en vous accueillant, non pas pour vérifier mes messages, mais parce qu'en fait, ce truc, il nous a appris en fait pourquoi on est tous obligés de se réinventer. C'est-à-dire que quand c'est arrivé ce truc, vous vous souvenez quand c'était d'ailleurs la date, l'année?
2007, non 2007, exactement, ouais. 2007. Bon, c'était juste un téléphone différent des autres. Rappelez-vous, celui qui nous a appris à faire ce geste, que même les gamins d'ailleurs font aujourd'hui sur la télévision. C'était un téléphone et un ordinateur. C'est comme ça que Steve Jobs l'avait Oui, mais présenté à l'époque. oui, mais au début, c'était juste un téléphone qui n'avait pas le clavier de BlackBerry, si je caricature un tout petit Oui, peu. c'est vrai. ça, ouais. Et puis un an après, il y a mis ce que vous évoquez, l'ordinateur, c'est-à-dire l'intelligence, la data et les applications qui ont fait que c'est devenu le couteau suisse de nos vies. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, je ne sais pas si vous savez aussi que 3 ans après la sortie de ce produit qui a changé le monde et qui a changé nos vies, en fait, Nokia et BlackBerry avaient toujours à peu près 60% de part de marché. Aujourd'hui, bon, Nokia, on sait peu, les gens le cachent, donc on ne sait pas s'il en reste. Et BlackBerry, il n'en reste pas, il a disparu. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, Steve Jobs, il y a 2 façons de se réinventer. C'est-à-dire qu'il y a 2 façons d'innover aussi. Il y a une façon incrémentale, qui est indispensable, d'écouter ses clients, et tous les jours de faire un peu mieux ce que les clients semblent attendre de nous. C'est majeur. Si vous ne le faites pas, vous prenez du retard chaque jour. C'est sympa parce que ça permet de ne pas en prendre, mais ça ne permet pas de garder ces 15 minutes d'avance. Or, aujourd'hui, la vraie différence, pour ça que la réinvention est à ce point fondamental, c'est qu'en fait, on doit être un peu aussi dans la disruption. Une nouvelle façon, une métamorphose sur la façon de faire son job. Et quelque part, ce qui est marrant, c'est que Jobs, il avait une autre attitude là-dessus, une autre philosophie, qui était de dire les gens ne savent jamais ce qu'ils veulent tant qu'on ne leur a pas proposé. Là, vous êtes au cœur de l'innovation disruptive. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, quand l'iPad est sorti, je me souviens, j'étais aux États-Unis cette semaine-là, et 2 de mes copains m'ont dit tu peux nous en ramener, ça nous ferait plaisir de l'avoir avant les autres. Alors j'en ramène 2, puis un mois après, je dis est-ce que vous êtes content de vos iPads? Il me dit oui, c'est sympa, mais on ne sait pas quoi en foutre. En fait, à l'époque, on ne savait pas parce qu'il n'y avait pas encore l'intelligence dedans. Et quelque part, Jobs, il a su faire ça. Et je vous rappelle aussi un truc intéressant, c'est qu'il a gardé aujourd'hui le leadership en volume, pas en volume, mais en valeur. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que la deuxième chose que Jobs savait faire mieux que les autres, c'est de choisir ses combats. Moi, je pensais aujourd'hui dans l'environnement qui est le nôtre, qui est extrêmement difficile, qui est incertain, volatile, complexe et ambigu. Et dans l'ambiguïté, on en parlera tout à l'heure aussi, peut-être en deuxième partie. Dans ambiguïté, dans ce mot VUCA, il y a un mot que j'aime bien, c'est que quand une chose est ambiguë, tout dépend du regard qu'on porte sur elle. Et selon que ce regard va être un mindset positif ou négatif, ça va faire une vraie différence. Mais Jobs a su choisir ses combats parce qu'un iPhone aujourd'hui, quoi qu'on en pense, ou la marque Apple aujourd'hui, quoi qu'on en pense, c'est toujours beau. Toujours extrêmement fini. Vous savez, on l'ouvre comme même ouvrir une prise de Apple, c'est une jouissance parce que tout est fait pour exciter l'émotion en fait. C'est toujours extrêmement intuitif, fondamental que l'usage soit très intuitif, Simple, ouais. très simple à la porte de n'importe quel neuneu en fait. En anglais on dit idiot proof, c'est très efficace d'être idiot proof. La troisième chose, c'est que ça a très longtemps été un coup d'avance, qui est un peu moins vrai aujourd'hui parce que technologiquement ils sont dépendants de la technologie chinoise et c'est toujours cher. Et comme des couillons, on adore payer ce produit. Parce qu'effectivement, il a tout ça et qu'effectivement, il correspond il y a un lien émotionnel avec la marque. Il a été capable, effectivement, de faire il a toujours amélioré les produits et en même temps, il a fait des sauts dans le passé qui lui permettent de nous réinventer. Je crois que ça, c'est vraiment l'obligation aujourd'hui. Philippe, tu es estomaqué par Ouais, cette, je suis complètement par estomaqué parce que je me dis qu'il y a quand même bien des choses qui ne vont pas changer, du moins. Oui. Il y a ce Mais bien retour, sûr. il y a ce retour, enfin il y a toujours Non, il va te ce besoin. répondre, tout change, tout a changé. Non, tout a changé. Il y a bien des choses qui ne vont pas changer par rapport à ça. Tout est amplifié. Notre exigence est amplifiée, notre irritation est amplifiée, notre capacité à supporter des choses est amplifiée. On ne supporte plus aucune contrariété dans nos vies de clients, d'acteurs, de la vie professionnelle et personnelle. Bien sûr que les fondamentaux restent, mais pensez que c'est là pour toujours. Je me souviens quand l'expansion, je viens sur l'expansion, un groupe très riche qui vit de la publicité magnifiquement bien, etc. Et un jour arrive le magazine Capital, non pas le magazine télé, mais le magazine papier. Jean Boissonnat, qui était star du journalisme économique, nous dit on a une chance folle parce qu'on est riche et que c'est quand ça va bien qu'il faut changer. Donc quelque part, ce que je suis en train d'essayer de vous faire passer, c'est que je pense que le meilleur moment pour changer, c'est quand c'est pas nécessaire, en fait. Mais vous l'avez dit. Oui, à un moment, il y a une telle accélération de gens qui vont réinventer votre vie à votre place que vous allez très très vite dépourvu parce que les succès sont très rapides. Moi, quand je vois aujourd'hui que les GAFA, les fameux GAFA, commencent à licencier, qu'on s'était dit Amazon, 1 600 000 salariés, ils sont là pour toujours. Non, mais même eux, aujourd'hui, ils sont obligés de réinventer leur modèle, ils sont obligés de fermer des choses qui ne marchent pas. Il faut dire qu'ils ont beaucoup embauché justement pendant bien sûr, cette beaucoup trop pendant le Covid, mais bien sûr, il n'y a pas pas une entreprise qui est à l'abri à la fois de faire un peu mieux chaque jour ce qu'elle faisait la veille, mais aujourd'hui, sur certains aspects de son business,
d'utiliser essentiellement finalement la tech, parce que c'est la tech qui change, la data, les algorithmes. Si on n'y va pas aujourd'hui, globalement, ça réduit l'espérance de vie des entreprises, quelle que soit la taille, qu'elle soit TPE, PME. Moi, j'ai fait une émission qui s'appelle Connect ta boîte pour aider les TPE, PME à se digitaliser. C'est fascinant de voir leur incapacité à y penser toute seule sans qu'on les y entraîne. Et on s'aperçoit que ce sont des marges de manœuvre et de productivité phénoménales. Donc, on est obligé aujourd'hui de forcer le destin. Juste, vous disiez tout à l'heure que malgré tout, ce qui reste, c'est ce besoin d'humanité, c'est ce besoin de contact. On l'a noté en arrivant ce matin. C'est la première fois depuis quelque temps qu'on a des gens, par exemple, derrière vous, et ça nous fait un bien extraordinaire. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, des choses qui demeurent dans la société, peut-être votre proverbe chinois que vous citiez tout à l'heure, et est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de ça, je vais en venir sur le terrain des difficultés, on voit une montée des populisme, on voit une montée des superstitions dans la population. Peut-être une forme de communautarisme aussi qui est sans doute exagéré par les réseaux sociaux. Vous avez une vision très positive et on vous en sait gré de la situation. Il y a malgré tout des choses qui ne sont pas aussi roses. C'est sûr que de l'Ukraine au Brésil, en passant par les États-Unis, où j'ai passé mes vacances de Noël avec mon épouse américaine, qui n'a qu'une envie, c'est de revenir en France alors qu'elle adore son pays, mais elle se dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon pays ? Il se passe des choses dans le monde entier qui ne sont pas de choses très agréables. Et globalement, effectivement, sur ces sujets qui sont très politiques et très sociétaux, il y a plutôt des mauvaises nouvelles que des bonnes. Globalement, si on y réfléchit, parce qu'on pensait qu'effectivement, dans le bouquin Ce sera mieux après, sauf si l'on te compte, j'évoquais tous les sujets de la souveraineté industrielle, du rapport à nos aînés, de tous ces sujets qui ont traversé en fait cette période sanitaire. Sur bien des sujets, on a pris conscience de beaucoup de choses, mais sans forcément mettre en place l'ensemble des modifications qu'on attendait, en fait, à la fois personnellement et collectivement. Et moi, je pense qu'il y a une espèce de difficulté en ce moment, dans ce monde extrêmement inquiétant pour la plupart des gens, où en gros les problématiques d'inflation, de retraite en ce moment en France, mais ça va durer ce que ça va durer, ou de faire comprendre aux gens qu'on vit la période la plus excitante de nos vies. Enfin, je le pense sincèrement. C'est-à-dire que, vous savez, c'est la deuxième fois en 100 ans que le siècle démarre en fait 20 ans après son début officiel. C'est-à-dire que le XXe siècle, rappelez-vous, il y avait la révolution industrielle qui était déjà là, et puis il y a eu une guerre qui a un peu décalé l'effet de l'ensemble de tout ce qu'a fait le XXe siècle. Là, la révolution digitale était déjà là, la transition écologique était en train d'arriver, mais tout d'un coup, ça a accéléré l'ensemble de ces éléments qui sont pour le moment plutôt anxiogènes pour la plupart des gens, dans le monde entier, parce que finalement on retrouve à peu près les mêmes problématiques dans tous les pays du monde, sauf pays un peu de dictature communiste ou démocrature. Et quelque part, je pense que le job aujourd'hui d'un politique ou des entrepreneurs, parce que je pense que ma vraie conviction, c'est que les entrepreneurs qui vont faire le job et pas les politiques, c'est que les entrepreneurs, notamment les managers, ceux qui ont des salariés, on doit donner envie aux gens d'aller ensemble dans l'avenir qui est excitant, parce qu'on réinvente le 21e siècle ensemble, et ça arrive une fois par siècle, d'être à la fois à la convergence de autant de révolutions qui sont aussi prometteuses. Mais est-ce que justement, ce n'est pas cette peur de demain qui fait qu'on voit tous ces mouvements de concentration, de retrait ? Mais ça ne va pas du tout dans l'encontre, ça va complètement à l'encontre de notre projection vers demain. En fait, finalement, on prend du retard par rapport à cette évolution. Le truc, c'est que je crois que le monde a créé beaucoup d'inégalités. Le monde économique, le capitalisme a créé tellement d'inégalités qu'elle est en train de péter un peu partout. Est-ce que cette inégalité, justement, du fait qu'on sort de cette période de Covid, où on était un peu face avec beaucoup d'attentes, avec beaucoup de frustration, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas faites, justement, ce que vous disiez, par rapport à nos aînés, par rapport à notre capacité à donner du sens ou ce genre de choses, et face à un environnement, un brouillard, on en parlait tout à l'heure, qui fait qu'on a l'impression qu'on va se prendre un mur derrière. Oui, mais justement, ce qu'il faut leur dire, c'est qu'il y a du brouillard, mais il n'y a pas de mur en face. Non, mais c'est important. Évidemment, il y a du brouillard. Évidemment, tout le monde. Je crois que personne de ceux qui nous écoutent, dans leur famille, chez leurs enfants, toutes générations confondues, on n'a jamais eu autant d'incertitudes. Et je pense que c'est le job des entrepreneurs, parce que la seule chose qui compte, c'est de montrer aux gens où on les emmène. C'est-à-dire que c'est la direction. Vous savez, quand il y a du brouillard, ce qui compte, c'est la direction. Le trajet peut changer. En revanche, quand on a une vision, quand elle est partagée, quand on est porteur de sens, quand on offre une aventure collective qui donne de l'indépendance et de la capacité des entrepreneurs ou des intrapreneurs, les gens vous suivent. Mais malheureusement, je pense que si le discours politique est un peu anxiogène et quelque part, ils ont réussi à nous foutre les jetons avec le Covid. Beaucoup plus peut-être que c'était nécessaire. Mais le discours politique est trop anxiogène et je pense qu'il n'y a que les entrepreneurs qui peuvent tenir un discours porteur d'envie, en fait. Et c'est ce qui nous manque le plus. Sachant qu'il y a un sujet que je vois émerger très fortement, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre aux gens que, non pas la décroissance, mais ce que Macron disait, c'est la fin de l'abondance. Que finalement, l'abondance peut être jouissive.
la fin de l'abondance pourrait être jouissive. C'est un sujet extrêmement poétique des années qui viennent. Pour les jeunes notamment, il y a une forme de bien sûr, plaisir mais dans la eux, décroissance. Ils ou l'ont dans acté. Ils l'ont Oui, acté, bien mais sûr. je pense qu'il faut modifier le discours sur les années qui nous attendent, qui vont être des années différentes, peut-être un peu moins jouissives sur certains sujets, mais il faut les rendre jouissives malgré tout. Ça s'appelle le mindset. Question que je trouve très intelligente d'Estelle Laurent, c'est sa deuxième question. La réinvention est donc possible pour tous les métiers, tous les niveaux, toutes les générations, point d'interrogation. Et si tout le monde se réinvente et que ça ne matche pas, c'est intéressant parce qu'on peut tous se réinventer dans nos coins par petites tribus, par petites communautés. On s'est tous déjà réinventé d'une certaine façon dans nos vies personnelles et professionnelles depuis cette période. Si ça ne marche pas, vous faites comme les entrepreneurs, vous pivotez, vous faites autrement, vous recommencez autrement. Enfin, je veux dire, la vie de l'entrepreneur, elle est faite de se planter, de réussir et de recommencer. L'essentiel, c'est d'y croire chaque fois. C'est Churchill, hein. Le succès consiste à aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Donc, Alors, quand on parle à un Français, c'est toujours plus compliqué parce que l'échec est... Alors, on regarde les échecs comme les succès. Tout à l'heure, j'en parle en toute transparence, tout à l'heure, Emmanuel, vous évoquiez Columbus Café, je la dirige plus, je me suis fait virer de ma boîte par mes actionnaires, il y a au moins 20 ans de ça, j'en n'en porte aucune faiblesse ni aucune honte, j'en parlais peut-être tout à l'heure. L'échec est un enjeu majeur du succès. C'est vrai que Columbus Café, vous étiez arrivé sur le marché trop tôt, finalement, quelque part. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, je me suis retrouvé un jour... Après 10 ans, on avait une quarantaine de magasins, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, parce qu'il y avait une partie sur l'entrepreneuriat qu'on va évoquer. Mais juste une anecdote, 15 jours après m'être fait débarquer par mes actionnaires, dont j'avais perdu la majorité de la boîte, c'était en 2004, je reçois un coup de fil de la rédactrice en chef du magazine Courrier des cadres. Le cadre, c'est un truc qui me fascine. Le mot cadre me fascine toujours, depuis que j'ai su qu'une des définitions du dictionnaire, c'est une structure rigide qui entoure du vide. Donc je trouvais que c'était un peu bizarre d'avoir ça comme job. Mais la rédactrice en chef de ce magazine que j'ignorais me dit « Bonjour Philippe, je vous appelle parce qu'on fait dans 15 jours une couverture sur le thème de l'échec et on a pensé à vous en couverture. Est-ce que ça vous tente ?» Toujours agréable. Toujours agréable. J'ai écouté, oui, alors j'en parle à mes potes, ils me disent « Non, tu vas pas faire ça, tu vas être le roi de la loose. » J'ai dit « Mais pourquoi aurais-je eu honte d'avoir développé une boîte dans l'adversité, créé à l'époque 300 jobs déjà dans l'adversité avec mes petites économies, etc., qui aujourd'hui est une magnifique boîte dont je reste actionnaire, même très dilué, et qui se dirigée par un type très bien. Non, il y a l'échec, d'abord, il ne faut pas en avoir honte, c'est la plus belle des aventures. Parce qu'elle vous permet de vous inventer, et surtout sans aucune forme de regret. Et puis en France, on est plus poulidor qu'Anctil, de toute façon. Charles Pépin, qui est un philosophe qui a beaucoup écrit sur l'échec, qui dit que le meilleur moyen de rater son échec, c'est de l'attribuer aux autres. C'est très vrai. Bon, on marque une toute petite pause et on conclut cette première partie de cette passionnante table ronde, comme l'a bien noté Nadine, qui nous a écrit que vous étiez super, ce qui est vrai. Alors, la métamorphose en 2023 chez Leonteq s'articule autour de 3 axes. Pour apporter encore plus de robustesse à notre plateforme digitale, qui s'appelle Lynx, et encore plus de diversité à notre offre produit structurée au sein de l'écosystème de l'investissement en général. Une métamorphose métier. Leonteq est plus qu'un émetteur de produits structurés. On offre un accès à des émetteurs exclusifs, mais aussi à d'autres émetteurs sur le marché, disponibles en compte titre ou en assurance vie. Une métamorphose offre. On propose du contenu à travers des partenariats exclusifs avec des établissements de recherche ou des sociétés de gestion thématiques telles que Ixios Asset Management. Cela a pour but d'offrir des paniers thématiques à nos investisseurs, mais aussi une gamme de fonds spécialisés. Une métamorphose produit. Nous avons dernièrement développé une expertise sur les produits à capital garanti sur fonds, et ce sur des OPCVM à partir de 20 millions d'euros d'actifs sous gestion. Et enfin, une métamorphose produit. Nous avons dernièrement développé une expertise sur les produits 100% capital garanti sur fonds, et ce sur des OPCVM à partir de 20 millions d'euros d'actifs sous gestion.